Au mois de mai, le Québec se réveille et sort de sa léthargie hivernale. Les jeunes ont le cœur à la fête et veulent profiter du plein air. On n'a jamais su exactement ce qui s'est passé. Il était 3 personnes dans le canot. Il était ses 2 amis avec lui. Malheureusement, la fête allait prendre une tournure dramatique pour un groupe de jeunes qui prenaient du bon temps au bord de la rivière des Mille-Îles. Je voyais le corps de Cédric, les bras allongés. Je voyais dans pas épais d'eau non plus. Je suis au volant de ma voiture. J'ai tout de suite senti la victime. C'est surtout au niveau des émotions que je percevais la peine de quelqu'un d'autre, l'appel à l'aide de quelqu'un d'autre. Dans des moments comme ça, on se tourne vers n'importe quelle aide qu'on peut avoir. Je me suis dit, regarde, il n'y a pas personne d'autre qui peut nous dire ce qu'est le corps, à part une médium. Alors qu'elle circule en voiture, Marilène Coulombe entend à la radio la nouvelle de la disparition d'un jeune homme. Elle se sent immédiatement interpellée. Je suis au volant de ma voiture. Je m'en vais faire un groupe de consultation et j'écoute la radio, mais d'une oreille distraite. Tout à coup, j'ai été interpellée par une nouvelle qui disait à la radio qu'il il est arrivé un accident. Une gang de jeunes qui partaient d'une île à une autre île, puis il y avait eu un accident. Un des jeunes était tombé à l'eau. Très tôt le matin, environ à 6 heures le matin, ça sonne à la porte. Je ne sais pas si c'est Colombe qui me dit d'aller répondre ou je vais répondre, mais d'habitude, tôt de même, c'est moi qui vais répondre. Ce samedi 16 mai 2009 allait changer à jamais la vie de la famille Foisigué. Des policiers se présentent à la maison familiale afin de mener une enquête sur la disparition de Cédric Foisigué. Là, je comprends pas. Je suis pas sûr qu'ils sont ici pour moi ou qu'est-ce qu'ils font là à 6 heures le matin. Et en partant, quand je vois les policiers, je suis comme dans une bulle. Je sais pas pourquoi, là, je suis comme dans une bulle. Ils me parlent, puis j'ai pas vraiment de sentiments, puis ils me disent Cédric, savez-vous ce qui est votre fils? Ils ont demandé à ce que je me présente parce qu'il y avait quelque chose à me dire à moi aussi. Les policiers nous ont demandé est-ce que vous savez où est votre garçon? Moi, je me suis étiré le cou parce que Cédric avait sa place de stationnement. Puis la voiture n'était pas là. Jean-Louis, à ce moment-là, tout de suite, s'est dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils nous ont annoncé que Cédric était porté disparu. Dans ma tête, ça sonne pas comme il faut, là, il manque à l'appel. Je connais Cédric, c'est un sportif, puis il manque à l'appel. Ça se peut pas, ça arrive aux autres. On réagit. Quand on apprend que notre fils est manquant à l'appel, premièrement, on connaît pas encore les détails. J'arrivais pas à ce moment-là à être consciente du drame. Moi, c'était trop fort pour moi, là. Je n'étais pas capable d'être en peine, je n'étais pas capable, je comprenais pas. Le soir du drame, Cédric Foisigué se rend chez des amis dans le quartier Fabreville, à Laval, au bord de la rivière des Mille-Îles. Les jeunes s'installent autour d'un feu de camp avec l'intention de passer une soirée tranquille.
Cédric reçoit alors un appel d'un ami qui se trouve sur une petite île non loin de la rive. Il décide de s'y rendre, accompagné de 2 de ses amis. Cédric, avec ses amis, a décidé d'emprunter un canot pour aller rejoindre les autres personnes qui étaient sur l'île. Ils ont décidé d'aller faire un feu sur l'île, fait qu'ils sont partis en canot. Et puis, ils ont passé probablement un moment là. J'ai aucune idée de la personne que je suis en train de sentir dans la voiture. Je sais simplement que ça fait un lien avec l'histoire. Et on dirait que ça a ouvert une porte d'émotion chez moi et j'ai tout de suite senti la victime. C'est surtout au niveau des émotions que je percevais la peine de quelqu'un d'autre, l'appel à l'aide de quelqu'un d'autre qui venait pas de moi, forcément. Quelques heures plus tard, les jeunes traversent à nouveau la rivière en canot, revenant à leur point de départ sur la rive de Fabreville. Le dimanche 16 mai 2009, soit 2 jours après l'accident, Cédric Foisigué continue de hanter les pensées de Marilène Coulombe. Elle décide donc de creuser cette histoire afin de comprendre de quoi il retourne. Je suis allée voir c'était quoi cette histoire-là. Fait que je suis allée trouver le Cédric en question avec l'histoire de ce qui était arrivé et aussitôt que je suis tombée sur la page où on parlait de cet événement-là, j'ai senti la présence d'une personne. J'ai tourné mon regard un peu et j'ai tout de suite senti que c'était Cédric qui était debout à côté de moi et je l'ai senti très fort. Je me suis mis à lire l'histoire et tout en lisant l'histoire, Cédric, il me poussait un peu sur l'épaule en me disant « Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. » Il essayait d'expliquer que c'était pas tout à fait comme le journaliste l'écrivait dans le tabloïd. Marilène Coulombe affirme ressentir intensément la présence de Cédric Foisigué, comme si celui-ci avait besoin de révéler d'importantes informations, telles que les circonstances de sa propre mort. Il semble également que l'esprit de Cédric insiste fortement auprès de Marilène pour que celle-ci contacte ses parents. À un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi tu veux que je parle à tes parents? » Puis lui, c'était pour les rassurer, pour leur dire que je vais bien, pour leur dire que je suis là. Pour lui, c'était ça surtout qu'il voulait communiquer à ses parents. Moi, je peux pas prendre le téléphone et appeler chez Madame Untel puis dire « Votre fils me parle, j'ai un message pour vous. » On peut pas faire ça parce qu'on sait jamais si la personne à l'autre bout est réceptive à ce qu'on va dire, si elle est ouverte à ces choses-là. Alors, je demande toujours aux personnes décédées de mettre en contact la famille avec moi. Quand ils ont fini de déballer toutes leurs affaires, ils nous souhaitent nos sympathies. T'sais. Moi, j'ai pas comme allumé encore là-dessus, mais elle a allumé. Là. Quand elle a entendu les sympathies, là, ouf. Il est pas rentré coucher. C'est pas ça. Il est disparu. Il est peut-être couché chez un ami. C'est au moment qu'ils nous ont annoncé leur sympathie, ça, je l'ai pas pris. Parce qu'ils disaient qu'il était manquant, puis là, ils nous annoncent les sympathies. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, il y avait 2 messages, puis c'était pas clair. À ce moment-là, je suis partie à courir. Je suis allée dans sa chambre voir s'il était là, même si sa voiture n'était pas là. La façon que ça s'est passé, c'est que mon père m'a tout simplement regardé. Dès que mon regard s'est posé dans le sien, en fait, j'ai su qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. J'étais trop endormie. Puis c'est trop un gros choc. J'étais pas capable d'assimiler ça. J'y croyais pas. Je me suis dit, il y a dû avoir confusion, malentendu. Ça se peut pas. Je viens ici pour nous annoncer la disparition de ton frère. Mon fils est disparu. Ton canot a tourné. Ton canot a tourné. Il est mort. C'est mort, là. Quelque chose de vous dit non. Il n'a rien à dire. Non, il n'a rien à dire. Je voulais pas qu'on m'annonce les sympathies. Je voulais pas qu'on m'offre des sympathies. Pas à ce moment-là. Pas encore. On me disait qu'il était manquant. Donc, j'espérais qu'il ait atterri sur une autre île
ou ailleurs. Donc, à ce moment-là, j'avais espoir qu'on retrouve Cédric. Pour moi, c'était pas encore fini. Non, ça se peut pas. J'allais trouver une explication. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler sur le cellulaire à mon frère, voir... me dire, ben non, il va me répondre. En refusant de communiquer avec la famille Foisigué, Marilène Coulombe s'en remet à l'esprit de Cédric, persuadée qu'il trouvera une façon d'établir un contact avec ses proches. Durant la nuit du 16 mai 2009, Cédric Foisigué, en compagnie d'amis, entreprend de traverser la rivière des Mille-Îles. Le drame survient lorsque le canot chavire et que le jeune Cédric disparaît dans les eaux de la rivière. Quand les policiers ont un appel pour une noyade, tout le monde, je dirais spontanément, vont se diriger vers la rivière ou le lac. Les policiers, c'est pas ce qu'ils vont faire. Ils vont recueillir les informations, ils vont valider l'information qu'ils reçoivent. Et souvent, le grand drame des policiers en communication est souvent de confirmer la disparition d'une personne. Michel Surprenant connaît très bien les émotions liées à la disparition d'un enfant, puisque sa fille Julie est portée disparue depuis maintenant plus de 10 ans. Tu peux pas te permettre de pas garder l'espoir. Parce que même si les probabilités ils vont dans un sens, il reste quand même que tu as toujours, même si c'est minime, il te reste toujours une possibilité. Je considère que ce serait comme inacceptable d'abandonner quelqu'un sans savoir s'il est décédé ou pas. Même s'il est décédé, tu peux pas l'abandonner moralement. Ça reste quand même que c'est ton enfant. Ils me disent, inquiétez-vous pas, il y a bien des îles encore, peut-être que nager jusqu'à une île ou c'est ramassé en quelque part. Mais moi, intérieurement, je le sais que si c'est ramassé sur une île, je connais mon fils, il sera en train de crier, là, puis tu sais, s'il est blessé, il sera pas ramassé sur une île. Fait que ça marche pas dans ma tête. Je me sentais dans un film. Je me disais, ça se peut pas. Puis j'entends pas, moi, ce qu'ils disent. J'entends pas vraiment, puis je veux pas l'entendre probablement non plus. C'est un choc. Le temps que ça prend avant de réaliser que c'est vraiment réel, là, il peut se passer une couple de jours où tu étais un peu comme sur un nuage sur lequel là, tu comprends pas ce qui se passe. Les recherches pour retrouver le corps de Cédric, déclenchées le samedi, se poursuivent le dimanche 17 mai, alors qu'une équipe de plongeurs ratisse la rivière, malheureusement sans aucun résultat. La façon qu'on me racontait que ça s'est passé, c'est très nébuleux. Surtout par traumatisme, je crois que les gens n'arrivent pas à être précis dans les détails de la façon que Cédric aurait tombé en bas du canot. De ce que j'ai entendu, ce serait tiraillé, où il y aurait eu un petit chamaillage dans le bateau, ce qui aurait fait en sorte que les garçons ont chaviré dans l'eau. Et les deux s'en ont sortis et mon frère y est resté. C'était à peu près ça, la version que j'ai eue. L'île est pas loin, la rive est pas loin. 6 pieds d'eau, 7 pieds d'eau, un gars de 6 pieds 1 qui a fait du soccer toute sa vie, qui est en forme, qui peut courir comme 10 km sans être essoufflé. Wow! C'est quoi qui s'est passé là, tu sais? On comprend pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, la façon qu'il est décédé. Les policiers retiennent la thèse de l'accident pour expliquer la mort de Cédric Foisigué.
Le dernier soir, lorsque Cédric a quitté, c'est drôle, il y a eu comme une peine. Puis il m'a dit « Ah, j'ai pas envie de sortir, demain je commence un nouvel emploi, puis je sais pas ce que je vais faire. » Puis finalement, il a décidé de sortir. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression, aujourd'hui, quand je regarde derrière, que c'est un signe. Il y a trop de choses. De toute façon, qu'on ait soupé ensemble, qu'on ait passé les 4 dernières heures de notre vie ensemble, puis des beaux moments. Il n'y a eu rien qui n'a pas été dit. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a pris dans ses bras, s'est embrassé. Je pense que oui, il y avait un signe que c'était ces derniers moments qu'on passait ensemble. Le lundi 18 mai, aux alentours de midi, le service de police décide de mettre un terme aux recherches du corps de Cédric. La déception est grande pour les Foisigués. Puis leur conclusion, c'était, garde, nous autres, on est habitués, les noyés, ça coule, ça reste au fond, puis 10 jours plus tard, les gaz d'estomac le font relever. Vous allez le retrouver dans 10 jours. Merci, bonjour, on l'a pas trouvé, peut-être qu'il est à côté, on l'a pas vu. On souhaitait tellement retrouver le corps de Cédric pour pouvoir, premièrement, se confirmer que c'est vrai que c'est arrivé, qu'il est décédé. Le cerveau garde un espoir. Je sais pas pourquoi, là, tu sais. On garde un espoir, mais tant qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas trouvé le corps, on dirait qu'on garde un espoir, tu sais. Pourtant, j'étais convaincu qu'il était mort, je veux dire. Avoir le corps de Cédric, ça permettait, je pense, de nous aider à accepter ce qui nous est arrivé, de sa perte, de sa disparition. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait désespérément de retrouver son corps le plus rapidement possible. Les membres de la famille Foisigué refusent de baisser les bras. Ils tiennent absolument à retrouver le corps de Cédric. Et pour ce faire, ils sont prêts à tout, même à faire appel au service d'un médium. C'est vrai qu'il y a des gens, des médiums, qui après un certain temps, ou des fois au début, vont se présenter. Moi, je n'ai jamais eu connaissance que la Sûreté du Québec a utilisé des médiums, d'aucune façon. Il y en a qui sont venus à l'occasion. Il y a parfois des parents qui nous ont emmené des gens. Les policiers doivent travailler avec des faits. Les policiers doivent travailler avec des informations valides, vérifiables, contre-vérifiées. Je croyais au médium, sauf que je n'avais jamais consulté, mais je savais que je doutais pas qu'on pouvait avoir ces dons-là, ces particularités-là. Sauf que ça m'était jamais donné de consulter un médium auparavant. Je me suis dit, regarde, il n'y a pas personne d'autre qui peut nous dire ce qu'est le corps, à part une médium. On l'essaye, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Le lendemain, quand la personne qui me donne un petit coup de main sur mes téléphones, etc., prend les appels sur la boîte vocale et me dit « Marilyn, il y a la maman de Cédric qui a laissé un message, elle aimerait ça te rencontrer. » J'ai reçu l'appel de seulement une médium le mardi qui a suivi, m'offrait un rendez-vous le jeudi suivant. Et puis, à ce moment-là, j'ai insisté un peu d'avancer le rendez-vous parce que je leur disais, bien, j'ai plein de ressources là, pour retrouver le corps à Cédric, si on pouvait devancer le rendez-vous. Quand je suis retournée de côté pour retourner dans mon bureau, Cédric était debout en avant de moi et c'est comme s'il me disait « Non, il faut que ce soit plus vite que ça, il faut que tu les rencontres dès maintenant. » Et je lui ai dit « Si tu veux que je les rencontre dès maintenant, il faut que ce soit toi qui fasses quelque chose. » Des voyants, il y en a eu une multitude, si on peut dire, je les compte pas. Par contre, en dehors des croyances qu'on peut avoir, je me disais, tant et aussi longtemps qu'ils ne me demandent pas d'argent, je vais prendre le temps de les écouter. Parce que la première impression que j'ai ressentie, c'est qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Il y avait beaucoup de gens qui avaient la bonne volonté de vouloir aider, peu importe la valeur de leur capacité, si on peut appeler ça comme ça.
Lorsqu'il y a des événements comme ça qui se produisent, je ne vais pas d'emblée sauter sur l'occasion de travailler un tel dossier parce que je sais que c'est très difficile de travailler des dossiers comme ça. Mais le père de Cédric a laissé un message lui aussi. Fait que là, j'ai fait comme, bon, ben là, si Cédric veut absolument que je parle, je vais voir si je peux faire quelque chose. C'est très rare que le père fait cette démarche-là. Dans mon contexte de travail, j'ai toujours eu affaire à des mères, des sœurs, des cousines, des amis de filles, plutôt qu'à des pères de famille. Et ça m'a interpellée beaucoup, beaucoup. Surtout venant de 2 téléphones différents. C'était pas sur le même téléphone. C'était vraiment 2 messages complètement différents. Donc, Marlène, lorsqu'elle a décidé et accepté de nous rencontrer, elle nous a appris qu'elle avait eu 2 visites de l'entité ou de l'âme de Cédric qui était autour d'elle, qui, lui, de son côté, probablement poussait ou insistait à ce qu'elle nous rencontre. Lorsque je suis arrivée sur le bord de l'eau, j'ai vu les amis de Cédric qui étaient là. Puis avant de quitter les lieux, je me suis avancée sur le bord de la rive et puis je lui ai dit à Cédric à haute voix, je lui ai parlé. Je lui ai dit que j'y en voulais pas, que j'étais seulement peinée de son départ, qu'il me manquait, mais que je le remerciais pour toutes les belles années. Donc, c'est le message que je lui ai envoyé, c'était d'y donner mon accord aussi, c'était son chemin, puis qu'il fallait qu'il nous quitte. Colombe Foisy est forcée d'accepter la dure réalité, et cela, même si le corps de Cédric reste introuvable. C'est avec espoir que la famille Foisy-Gay se tourne vers la médium Marilène Coulombe. Mais pourra-t-elle retrouver le corps de Cédric et permettre à la famille de faire son deuil? La police n'arrive pas à retrouver le corps de Cédric Foisy-Gay, disparu depuis maintenant quelques jours au fond de la rivière des Mille-Îles. Les recherches sont abandonnées, laissant la famille Foisy-Gay face à un grand vide. Ils décident donc de se tourner vers des ressources moins conventionnelles. Le plus bizarre là-dedans, c'est quand on est arrivé chez Marlène, la médium, elle m'a dit que c'était moi qui l'avais appelée. Elle avait mon numéro de téléphone. Mais moi, je ne l'ai jamais appelé, là. On m'a demandé d'emmener une photo des objets qui appartenaient à Cédric et puis une carte de l'endroit où Cédric s'était noyé. Quand j'ai touché les vêtements de Cédric, ça m'a fait à l'intérieur de moi la même sensation que lorsque je l'ai perçu à ma droite à côté de l'ordinateur. C'est ça qui me fait dire que je suis en contact avec la bonne personne. On appelle ça adhérer à la mémoire du temps. C'est réussir à entrer dans un endroit, toucher un objet qui se trouve à cet endroit et réussir à retrouver l'histoire importante qui s'est passée à cet endroit-là. Tout au long de la séance, Marilène transmet les messages de Cédric. La médium est la seule à pouvoir ressentir la présence de Cédric. Mais ce qu'elle dit aux membres de la famille Foisy-Gay est des plus troublants. Les premières choses qu'elle nous a dit, c'était de nous dire que Cédric était bel et bien passé de l'autre côté et qu'il était correct. Mais c'est surtout le langage qu'elle utilisait, le vocabulaire qu'elle a dit et comment qu'elle a décrit mon frère qui m'a convaincue que c'est bel et bien à Cédric qu'on parlait. Pour Pamela, c'était son meilleur ami, c'était son grand frère, c'était son idole. Et Cédric a fait plusieurs signes à Pamela. J'étais dans la voiture dernièrement et j'ai entendu une nouvelle chanson et je me suis dit dans ma tête, il aurait aimé ça, cette chanson-là. Elle avait dit, à un moment donné, Cédric était à côté d'elle, puis elle lui a dit, il fait dire que quand tu étais dans l'auto, puis tu lui as dit, hey, la toune, si tu l'écouterais, Cédric, tu l'aimerais. Il dit, ben je l'ai entendue, puis c'est vrai qu'elle est bonne, cette musique-là. Puis arrête jamais de me faire entendre la musique. Il est tout le temps là. Elle m'a dit qu'il m'avait entendu et qu'en effet,
même s'il n'était pas présent, qu'il entendait, il était tout le temps aux alentours. Il dit qu'il est tout le temps présent autour de nous. Il nous a même laissé cette journée-là le message comme quoi qu'on était les 2 femmes de sa vie, sa mère et sa sœur. Vers la fin de la rencontre, il a dit « Maman, quand t'es tombée à genoux dans le salon, j'étais à côté de toi. » Ce matin-là, du 16 mai, Jean-Louis me téléphone pour me dire « Non, Colombe, il n'y a pas d'espoir. Cédric est vraiment décédé. Je viens de parler aux amis qui étaient sur les lieux quand l'accident est arrivé. Et puis Cédric il est bel et bien décédé. C'est seulement qu'ils n'ont pas retrouvé son corps. » À ce moment-là, moi, de mon côté, je suis tombée à genoux dans le salon. Puis là, je me suis mis vraiment à pleurer. Il nous a dit qu'il s'était emmené tout de suite à la maison. Dès qu'il a touché l'eau, il a quitté son corps, c'est à la maison qu'il était. Et puis, c'est ça, qu'il avait été présent lorsque j'avais tombé à genoux. Jean-Louis ne savait pas, Pamela ne savait pas. Je l'ai senti très émotif, je l'ai senti là, anxieux, nerveux et je pense que par rapport à sa mère, il n'y avait pas de problème, mais je pense qu'il était surtout très inquiet de la réaction de son père. Oui, il y a eu des preuves que j'ai pas acceptées tout de suite, là. Cédric a plus parlé à sa sœur puis à sa mère qu'à moi. Par contre, elle a dit quelque chose que Cédric lui a dit. Elle a répété. Cédric lui a dit « Père, arrête d'être en colère, puis sois fier de moi. » Puis c'est exactement ce que je fais. J'étais en colère. Je comprenais pas pourquoi il était mort. Puis à ce moment-là, j'ai su que c'était lui. C'était tellement facile à nager jusqu'au bord ou jusqu'à l'île. C'était comme à peine 50 mètres, 100 mètres. Là, puis c'était tellement proche. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quasiment impossible. Là, tu sais. Puis, il a du souffle 10 fois plus que moi. Il est en forme. C'est 6 pieds de creux. Là. Il a 6 pieds 1. Là. Pour moi, je comprenais pas. Là. Je comprenais pas comment il y avait... J'étais même en colère. Et il s'excusait auprès de son père d'être parti de cette façon-là parce que c'était quasiment improbable que Cédric se noie. C'était un très bon nageur, c'est quelqu'un qui avait l'habitude dans l'eau et il s'est excusé auprès de son père pour lui dire que il n'avait pas fait exprès de partir de cette façon-là. Devant la décision des autorités policières de cesser les recherches du corps de Cédric, la famille Foisigué rencontre la médium Marilène Coulombe afin qu'elle puisse les aider dans leurs recherches. Le but premier, c'était de nous aider à retrouver le corps. Donc, on avait fait imprimer le plan au complet de la rivière pour que Marlène puisse nous aider à retracer le corps, oui. Colombe, elle m'a dit où les policiers semblaient chercher le corps de Cédric. Donc, pour moi, c'était l'élément de base. J'ai parti de la maison, j'ai parti de l'île, j'ai suivi le chemin, je me suis branchée sur Cédric, j'ai essayé de regarder les choses qui se passaient. Et là où je m'en allais par rapport au corps à Cédric, où il devait être, c'était froid. Pour moi, cette région-là était froide, puis je comprenais pas. Mais quand je passais ma main ailleurs, je sentais de la chaleur. Et moi, je disais à Colombe,
Je pense que le corps est beaucoup plus dans cette direction-là. Et elle disait, pourtant, c'est drôle parce qu'avec le courant, ils ont calculé que le corps de Cédric devait se retrouver dans cette zone-là. La façon qu'elle pose sa main, puis qu'elle glisse sa main sur la carte, elle fait signe. Pour moi, là, ça disait là, un peu là, où elle essayait de le ressentir. Elle n'a pas pu nous dire exactement ce qu'est le corps parce que Cédric n'était pas capable de lui dire, mais elle nous a dit le corps n'est plus où il est tombé, mais il est accroché. Il est pris en quelque part, puis il s'en va vers, puis elle nous a pointé la carte par où il s'en allait. Alors, je suis revenue, j'ai ressenti une autre fois et non, je suis encore allée dans la zone où moi, je sentais de la chaleur, des picotements, une intuition. On peut tout dire ces mots-là. C'est tout ça que j'ai ressenti. La seule chose qu'elle a pu nous dire, c'est nous indiquer la direction que le corps a pris. Elle nous a également dit que le corps était accroché à quelque part dans le fond ou après une branche, après des débris qui se trouvent dans la rivière. Quand tu es dans une disparition, tu es ouvert à n'importe quoi. Tu veux savoir. Tu veux avoir une réponse. Le médium va t'amener dans un espoir, si on peut appeler ça comme ça. En t'amenant dans un espoir, le danger, c'est de te faire jouer par tes propres émotions, puis embarquer dans le jeu, puis te perdre là-dedans. Retrouver une personne disparue, on n'a pas vraiment de marge d'erreur à faire. Surtout que c'est des êtres humains et puis ils ont des familles qui sont encore vivantes autour de nous. Donc, quand on dit quelque chose, il faut être sûr de nos données. Quand j'ai mis mes mains sur la carte topographique, puis que j'ai indiqué le corps, où il se trouvait, etc., j'ai eu une vision. Je voyais une chaloupe sur le dessus de l'eau avec un monsieur debout, toute seule debout sur la chaloupe, habillé de façon foncée. C'était comme la description d'un pêcheur avec une veste pas de manches, puis plein de poches, là, puis tu sais, tout équipé avec toutes sortes d'affaires, là, tu sais, dans une chaloupe. Elle nous a même dit comment ce qu'il était pour le retrouver. Je pense que c'était... je me souviens pas si c'était sur le dos ou sur le ventre, là, mais elle l'avait expliqué exactement. Cédric était très détaché. Il me montrait son corps physique dans l'eau qui flottait, qui était arrêté par les algues, par les débris. Ma première réaction, ça a été un peu de la déception du fait que, bon, il va falloir attendre une certaine quantité de jours pour le retrouver et de deux, ça sera pas nous qui va le retrouver. J'étais un peu déçue à ce point de vue-là, mais j'étais contente de savoir qu'éventuellement, on allait trouver le corps. On est sorti de là sur un nuage rose, avec une paix, une quiétude effrayante. Sauf que c'est certain, éventuellement, bon, le corps à Cédric n'est pas retrouvé, les recherches n'est pas terminées, il y a des choses qui ne sont pas finies, mais savoir qu'on retrouverait son corps puis qu'on pourrait le ramener à la maison, c'était vraiment là, aidant et apaisant. Malgré les révélations de Marilène, Jean-Louis Guy ressent le besoin de retourner sur la rivière afin de vérifier certains éléments qui pourraient confirmer les propos de Marilène. On a fait un test, on a pris 2 grosses briques de ciment gris, là. On l'a attaché avec un câble avec un gallon d'eau de javel vide. Là, quand on l'a pitché à l'eau, ça a coulé tête, ça, mais juste l'air dans le gallon d'eau de javel a réussi à faire quand même remonter les 2 grosses briques. On s'est dit, on va voir où est-ce que ça s'en va. Fait qu'on l'a lancé à peu près où ce qu'on pensait que l'accident était arrivé. Puis on pensait que c'était pour se ramasser sur le bord du muret. C'est pour ça qu'on faisait nos recherches souvent. Mais non, ça a parti exactement dans la direction que Marlène Coulombe nous avait dit. C'est avec acharnement que jour et nuit, Jean-Louis Guy poursuit ses recherches. À un moment donné où ce qu'on pensait que le corps aurait pu se ramasser, que la Sûreté du Québec n'avait pas vraiment fouillé ce coin-là, j'ai accroché un objet qui semblait être comme l'eau puis un corps. Et à ce moment-là, les genoux m'ont plié, je suis venu blanc comme un drap. Moi, j'étais comme... Je
Pourtant, je voulais le trouver, puis là, je me disais, je l'ai peut-être trouvé, puis là, j'étais comme pas capable de faire face à ça. J'étais comme démoli tout d'un coup. Finalement, ça s'est avéré que c'était quelque chose d'autre, là, c'était pas ça. Après 10 jours de recherche infructueuse, la famille Foisigué reste persuadée que les révélations de Marilyn vont se réaliser et que la découverte du corps de leur fils sera faite par une autre personne. Le contact établi entre Marilyn Coulombe et Cédric rassure la famille Foisigué, et ce, même si le corps du jeune Cédric reste toujours introuvable. Lorsque Cédric est décédé, il y a eu quelque chose autour de moi qui faisait en sorte que soit que je pouvais pas l'accepter qu'il soit parti, ou soit que je sentais sa présence inconsciemment. Moi, je pense inconsciemment, j'avais espoir, ouais. Ça me donnait espoir. Malgré que je continuais à aller sur l'eau parce que, de un, qu'est-ce que je vais faire à la maison, à attendre que son corps remonte? Je voulais le trouver, je voulais chercher, je voulais essayer de comprendre. Mais tant qu'on ne retrouve pas le corps, on a des doutes, on doute. On est dans la nature humaine, on doute. L'âme est là. On la voit pas, mais fait partie de nous. On est un tout. On n'est pas seulement ce qu'on voit, on est beaucoup plus que ça. Avec Marlène, c'est un peu ce qu'elle me donne. C'est les preuves qu'il y a autre chose. Dix jours après la disparition de Cédric, le 25 mai 2009, vers 18 h, un pêcheur aperçoit, flottant sur la rivière des Mille-Îles, le corps de Cédric Foisigué. Quand ils m'ont appelé, les policiers, comme quoi qu'ils l'avaient retrouvé, puis ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils l'avaient retrouvé, qui l'avait retrouvé, ouf, là, ça a comme... Ouais. Ça a été un soulagement, puis en même temps, elle nous l'avait dit, tu sais. Elle nous l'avait dit. Les policiers, c'était peut-être une supposition, mais il était 90 certains, eux, que Cédric irait jamais où il s'est ramassé. Puis pourtant, Marlène, c'est ce qu'elle avait dit. Marlène nous avait dit qu'il continuerait son chemin et puis que ce serait une personne seule qui le retrouverait dans sa chaloupe. Puis c'est comme ça que ça s'est passé, exactement comme elle a dit que ça l'arriverait. Quand Colombe m'a appelé pour me dire qu'il avait enfin retrouvé le corps de Cédric, pour moi, c'était tout ce qui comptait. Qu'il l'ait retrouvé de la manière ou à l'endroit où je l'ai dit, j'étais contente parce que ça m'avait donné le sentiment d'avoir bien collaboré avec Cédric. Mais d'abord et avant tout, j'étais contente que les parents aient retrouvé le corps de Cédric. Pour le service de police, l'identité du corps retrouvé dans la rivière ne fait aucun doute. En effet, Cédric avait 3 marques au poignet, laissées lors d'une opération. Il avait également sur lui ses cartes d'identification et ses clés de voiture. C'est pour cette raison qu'aucun membre de la famille Foisigué n'a eu à identifier le corps de Cédric. Une des raisons pour laquelle je ne tenais pas à voir son corps, c'est qu'il avait passé 10 jours dans l'eau. Donc, je m'étais dit, il va être méconnaissable, puis j'ai pas envie de garder cette image-là en tête. Mais en même temps, il y avait un besoin ou un vouloir en dedans de faire la boucle, d'y toucher une dernière fois. Alors qu'on leur remet les effets personnels de leur fils, Colombe Foisy et Jean-Louis Gué disent aux policiers avoir consulté un médium pour les aider à retrouver le corps de Cédric. Ils ajoutent que les informations recueillies auprès de Marilyn Coulombe leur ont été très utiles. À ce moment-là, ils ont dit, nous, on peut vous assurer de notre côté qu'on a eu beaucoup d'appels de médiums, puis qu'on a tout vérifié ce que les médiums nous ont dit, puis finalement, ça a été un échec, ça ne nous a pas aidés dans les recherches ou dans le cas, dans notre situation.
Je pense que les policiers qui prennent pas au sérieux les médiums ont quand même un travail à faire parce que je crois que l'image et la réputation est importante pour ces gens-là parce qu'ils veulent pas être associés avec nous, les médiums, et jusqu'à un certain point, je les comprends, c'est correct. Lorsqu'une enquête policière est au point mort, qu'ils n'ont plus aucune autre information pour aller de l'avant dans ce dossier-là, que quelqu'un subitement viendrait dire moi, je suis absolument pas relié à ça, mais je sais exactement où est le corps, puis venez avec moi, puis il est ici, je vais vous dire, pendant 2-3 minutes, on pourrait considérer cette personne-là pas comme un suspect, mais comme un témoin important. J'ai déjà été approchée pour travailler dans le cas d'une enquête policière. Et lorsque j'ai donné certaines informations, par la suite, ce qui en est ressorti, parce que c'est ressorti dans certains médias, ça m'a fait peur. Et je voulais pas être pointée du doigt ou je voulais pas être reconnue comme étant celle qui avait possiblement résolu une enquête policière. Et je me suis retirée du dossier parce que j'ai eu trop peur à ce qui pourrait m'arriver par la suite. Caroline Brunel est l'une des rares médiums enquêteurs au Québec. Elle affirme avoir collaboré à la résolution de plusieurs enquêtes policières. Je vous dirais que sur les 3 enquêtes, il y en a une qui est terminée. Il reste les vérifications judiciaires à faire et puis les expertises médicales. Pour la deuxième, j'ai dit c'était qui la personne qui avait tué la personne et le troisième aussi. C'était difficile de retourner au bord de l'eau suite au décès de Cédric. Tout ce qui me rappelait mon garçon était difficile à refaire. Mais il y a une force plus grande que moi qui m'emmène à faire des pas. Des fois, je me sens transportée. C'était mon confident, c'était mon meilleur ami, c'était mon frère. C'était vraiment une grosse partie dans ma vie, là. Au funéraire, au nombre de gens qui se sont présentés, j'ai vraiment été touchée de voir que Cédric était aimé par autant de gens qui venaient nous apporter leur soutien. J'ai rencontré Marlène par la suite à 3 autres reprises. À chaque fois que j'ai rencontré Marlène, Cédric était toujours présent. Il y avait toujours un message pour moi à m'aider dans ma guérison, puis dans ma nouvelle vie sans lui. Donc, pour moi, Marlène fait partie de ma vie, puis j'espère qu'elle va être encore disponible pour moi éventuellement. C'est devenu un peu comme une alliée, un guide. Je pense que la famille de Cédric ressent aussi beaucoup Cédric, que ce soit à la maison, que ce soit dans différents événements, à différents endroits. Cédric est encore très présent parce qu'il y a des choses que Cédric n'a pas terminées avec sa famille. Il n'est pas prêt à les quitter tout de suite et c'est correct. Je pense que c'est la raison pour laquelle Cédric se manifeste puis qu'on peut avoir des nouvelles parce qu'il sait que j'y crois, il sait que je suis là. D'aller plusieurs fois été voir Marilyn, ça m'a pas permis de faire un deuil parce que je pense pas que je vais m'en remettre complètement de ce deuil-là. Ça m'aide par contre à vivre avec. Cédric est encore avec moi, là. J'ai son amour, puis il y a mon amour, là. Mais les seuls regrets que j'ai, c'est des regrets physiques, de matière, comme je ne le verrais pas se marier ou je peux pas aller prendre une bière avec lui à l'âge de 25 ans, il est plus là, tu sais. Mais côté feeling, le deuil, c'est une grosse expérience. Ça peut être même une belle expérience. Après seulement 1 an, c'est encore très pénible de faire le deuil de son enfant. J'étais tellement près de lui. Cédric, c'était un allié. Cédric me manque terriblement. Donc, j'ai pas de recette, j'ai pas de façon, j'ai pas de mots. Je pense que c'est seulement de croire qu'il y a autre chose. De toute façon, j'ai jamais arrêté de respirer. Donc, ça continue.